Les élèves de la deuxième année baccalauréat option BIOF, bonjour. Je vous présente la deuxième partie du chapitre Les oscillations libres dans un circuit RLC série. Dans la première partie, on a vu les différents régimes d'oscillation libre. Et dans cette partie-là, on va faire l'étude théorique d'un circuit série LC idéal. Un circuit série LC idéal, c'est un circuit dont on néglige la résistance R. Vous vous souvenez que la résistance grand R, c'est égal à la résistance de la bobine plus la résistance R'. Et quand on néglige les résistances, on obtient un circuit LC qui est idéal. Il n'est pas réel, mais c'est-à-dire on ne peut pas le trouver dans la réalité parce que les bobines ont toujours des résistances internes qui ne sont pas négligeables. Donc on passe donc à cette étude. Donc on va faire une expérience qui va donc nous amener à une équation différentielle comme ce qu'on a fait pour les dipôles RL et les dipôles RC. Donc on va considérer le circuit LC série suivant. Le circuit. Donc le condensateur est initialement chargé. Donc le condensateur là est initialement chargé. Et on a bien sûr la bobine qui a une inductance, donc L, et une résistance, comme on a dit, négligeable, et le condensateur a une capacité C. Donc, le condensateur est initialement chargé, donc on a basculé l'interrupteur vers la position 2, comme ce qu'on a fait quand on a fait l'étude des régimes, et donc le condensateur va se décharger dans la bobine d'inductance L. Donc on va appliquer ici donc la loi d'additivité de la tension entre ce point-là et ce point. Donc on a la loi d'additivité du tension. Donc on a la tension UC plus la tension UL est égale à donc à 0. Donc on a ici une tension qui est nulle. Donc UL plus UC égale à 0. Donc on va remplacer UL par son expression. Donc ce qui va rester, c'est seulement L fois la dérivée par rapport au temps du courant, puisque R est négligeable, plus la tension UC. Ce qu'on va faire, on va trouver une équation, bien sûr, on s'intéresse nous à la tension UC aux bornes du condensateur. Donc, on va exprimer l'équation différentielle en fonction de UC. Donc, c'est une relation qu'on va appeler 1. Donc, on va revenir à la relation qui caractérise le condensateur. Donc, on sait déjà que Q, la charge aux bornes du condensateur, c'est sa capacité fois sa tension UC. Donc, et on a le courant, on a déjà dit c'est la dérivée par rapport au temps de la charge. Donc, on va remplacer Q par cette expression-là. Donc, ceci implique donc que I c'est égal à C. C'est une constante, donc il ne va pas être dérivé. Ce qui va rester, donc, c'est C dérivé de UC par rapport au temps. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est la dérivée par rapport au temps du courant. Donc, on va remplacer ici le courant par cette expression-là. Donc, C va rester à l'extérieur. Donc, ce qui va donner donc que la dérivée par rapport au temps, ça sera donc C fois la dérivée seconde de UC par rapport à dt, puisqu'on a deux fois d sur d de t. Donc, on va remplacer donc dans la relation 1. Ceci va donner donc L fois C dérivée de UC, la dérivée seconde par rapport au temps, plus UC égale à 0. Et on va diviser le tout par LC. On obtient donc la dérivée seconde de UC par rapport au temps, plus 1 sur LC. UC est égal à 0. Donc, c'est l'équation différentielle que vérifie le condensateur dans le cas du circuit LC idéal. Voilà. Donc, on va faire maintenant la solution de cette équation-là. Donc, la solution de l'équation différentielle au
Donc, si on a une équation différentielle de cette forme, on a ici la dérivée seconde, c'est différent de ce qu'on a vu pour les dipôles RL et RC. Donc, la solution d'une équation similaire s'écrit sous la forme suivante. Donc, UC de T, c'est égal à UM fois cosinus de pi sur T0T plus phi. C'est quoi UM? C'est quoi T0? C'est quoi phi? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, 2pi sur T0T plus phi, c'est ce qu'on appelle donc la phase des oscillations en radians. Donc, c'est la phase, ce qu'on appelle la phase des oscillations, et son unité, c'est le radian. Phi, c'est la phase à l'origine des dates, c'est-à-dire à t égale à 0. T0 est la période propre en secondes, on l'a déjà vu précédemment. Oméga 0 est égal à 2pi sur T0. C'est ce qu'on appelle donc la pulsation propre en radians fois seconde moins 1. La pulsation propre. c'est l'amplitude, ce qu'on appelle l'amplitude des oscillations, et son unité, c'est le volt. Donc, c'est la valeur maximale que prend la tension UC. Et finalement, N0 égale à 1 sur T0, c'est la fréquence des oscillations, et l'unité de la fréquence, comme on le sait déjà, c'est le Hertz. Donc voilà pour les différentes quantités qui rentrent dans la solution de l'équation différentielle. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donc exprimer T0 en fonction de différents paramètres. Donc T0, pour cela on a la solution déjà, voilà la solution de l'équation. On va donc la dériver deux fois, on va la remplacer dans l'équation différentielle pour pouvoir déterminer T0. Donc la dérivée de UC par rapport au temps. Ici on a, pour dériver cette quantité-là, donc ne se dérive pas, c'est une constante. Donc ce qu'on a à dériver, c'est cos de pi sur T0T plus phi. Donc c'est une fonction qui s'écrit sous la forme de cos f de t. Et en mathématiques, une équation de cette forme, c'est-à-dire cosinus de f de x, sa dérivée c'est quoi? C'est f', donc la dérivée de ce qui est à l'intérieur des parenthèses, fois la dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus. Donc, c'est ce qui va rester là. Donc, c'est moins Donc, la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est une fonction de la forme ax plus b. Donc, c'est 2p sur t0, c'est a. Voilà. Et la dérivée de cosinus, c'est moins. Donc, le moins, il est là. Donc, c'est moins 2p sur t0, sinus de p sur t0t plus phi. Donc, c'est la dérivée de uc par rapport au temps. On va maintenant dériver cette quantité une autre fois par rapport au temps. Donc, c'est quoi? Donc, c'est toujours la même définition pour la dérivée. Ici, cette fois-ci, on a sinus. Donc, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est 2pi sur t0. Le voilà. Il va donc, on a donc 2 fois 2pi sur t0. Ça sera donc 2pi sur t0 au carré. Et on a le moins, il va rester, on a la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc c'est cosinus de pi sur t0t plus phi. Qu'est-ce qu'on a ici en bleu? On a uc de t, donc la dérivée seconde par rapport au temps va s'écrire en fonction de uc, donc c'est moins 2pi sur t0 au carré fois uc de t. On va donc maintenant remplacer cette dérivée par rapport au temps qui est seconde par rapport dans l'équation différentielle. Donc, on va la substituer dans l'équation différentielle. Donc, voilà ce qu'on obtient. C'est moins 4p au carré ici, c'est moins, donc ce sera moins 4p au carré sur t0 au carré uc de t, voilà, plus 1 sur lc uc de t égale à 0. On va faire mettre uc de t, on va mettre uc de t en facteur. Cela implique donc moins 4pi au carré sur t0 au carré plus 1 sur lc fois uc de t égale à 0. Donc cette équation
cette relation, plutôt cette équation est juste si et seulement si ce qui est à l'intérieur de parenthèse I est égal à 0. Donc cela implique donc que 4p au carré sur t0 au carré est égal à 1 sur LC. Donc voilà, on trouve ici t0 au carré. Donc on peut maintenant donner l'expression de t0 au carré. Donc on a t0 au carré fois t0 au carré est égal à 4p au carré fois LC. Ce qui donne donc que t0 c'est racine de 4p au carré fois LC. Et racine de 4p au carré c'est 2pi fois racine de LC. Donc voilà, on a exprimé T0 en fonction des paramètres qui sont l'inductance et la capacité. On a l'inductance, bien sûr, en Henry, On a la capacité en Faraday et on a T0 en seconde. Maintenant, on a donc à définir, plutôt à donner la dimension de T0. On sait déjà que c'est une unité de seconde. Mais maintenant, on va démontrer que c'est bien la seconde. C'est-à-dire, on va faire l'analyse dimensionnelle de T0, comme ce qu'on a fait pour les constantes du temps, pour les dipôles LC et le dipôle RL. Donc, déjà, on a T0 s'écrit donc en fonction de LC. Donc, ce qu'on a à faire, c'est déterminer la dimension de LC et déterminer la dimension donc de racine de LC et ainsi trouver celle de T0. On a quoi? On a L fois C, la dimension de L fois C, c'est la dimension de L sur R fois la dimension de RC, c'est-à-dire on multiplie par R et on divise par R. Or, c'est quoi RC? C'est taux, c'est la constante du temps pour le dipôle RC. Donc, et l'unité de taux, on a démontré, c'est la seconde. Pour L sur R, c'est quoi? C'est taux, c'est la constante du temps pour le cas de la bobine. Et son unité aussi, c'est la seconde. Donc, on a la seconde et la seconde. Ceci donc implique que l'unité de LC, c'est seconde au carré. Or, donc, puisque l'unité de LC, c'est la seconde au carré, donc l'unité de racine de LC, c'est la seconde. Cela donc implique, puisque T0 c'est 2pi sur racine de LC, cela implique donc T0, c'est la dimension de T0, c'est la dimension de racine de LC, c'est la seconde. Donc, voilà, T0 est bien la dimension d'un temps, ce qui est la seconde. Donc, voilà pour l'analyse dimensionnelle de T0. Donc, une remarque. Donc, la remarque dit que dans un régime pseudo-périodique, la pseudo-périodité est proche de T0. Donc, la pseudo-périodité est proche de T0. On a vu pour le cas du régime pseudo-périodique que R est faible. Dans le cas de le régime périodique, R est négligeable. Donc, c'est normal que T va donc être proche de T0. Donc, ce qu'on est en train d'étudier en étudiant donc le dipôle LC idéal, c'est le régime périodique. C'est dans le cas où R est négligeable, puisqu'on a pris R est égal à 0. Maintenant, B, évolution de la charge Q et de l'intensité I. Donc, on va, puisqu'on a maintenant eu C et D, la solution de l'équation, donc on pourra donc voir c'est quoi l'évolution de Q et c'est quoi l'évolution de I aux bornes du condensateur. Donc, on a Q, la charge du condensateur, c'est C fois UC. Cela implique donc que
que Q c'est égal à donc C fois UM cosinus de P sur T0 T plus I. On va poser QM égale à C fois UM. C'est la charge maximale du condensateur. Donc cela implique que Q de T c'est QM cos de pi sur T0T plus Chi. Donc voilà pour l'évolution de Q de T. Quant à l'évolution de I, on a déjà la relation suivante, que I, c'est d de Q sur d de T, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Donc on va dériver cette quantité-là par rapport au temps. On va utiliser la même, c'est-à-dire la même définition pour la dérivée de cos qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça sera donc quoi? Moins Qm de pi sur T0 sinus de pi sur T0 T plus Phi. En posant donc Im c'est égal à Qm de pi sur T0, on trouve Q de T est égal à moins Um sinus de pi sur T0T plus Phi. Donc voilà pour l'évolution du courant I de T aux bornes du condensateur. Maintenant, la représentation du UC et de I en fonction de T. Déjà, on a UC, c'est UM cosinus de pi sur T0T plus Phi. Donc, la fonction ici de T aura l'allure de la fonction cosinus et le courant aura l'allure de la fonction sinus. Donc, on va considérer que phi est égal à 0. Donc, UC de T sera donc quoi? C'est UM cos de pi sur T0T. Et I de T, c'est moins IM sinus de pi sur T0T, puisqu'on néglige phi. Donc, voilà ce qu'on obtient pour la représentation des deux fonctions. Donc, on voit ici donc que UC de T pour T égale à 0. Voilà, donc UC de T prend la valeur UM, la valeur maximale, c'est-à-dire l'amplitude. Donc, on voit bien qu'on a une forme de la fonction cosinus. La fonction cosinus ne passe pas par l'origine, alors que la fonction sinus, elle passe par l'origine des dates ici, puisque pour t égale à 0, on a I de t égale à 0, on a sinus de 0, donc c'est 0. Donc on a les deux fonctions, elles sont périodiques. Et on a donc ici la période qu'on a ici, c'est bien d'ici jusqu'à là, c'est-à-dire la période T0, la période propre des oscillations. Donc voilà pour la représentation des deux fonctions qui varient de façon sinusoïdale. À savoir que la fonction cosinus et la fonction sinus, ils ont la même forme. Donc ce qui les différencie, comme je l'ai dit, c'est que la fonction sinus passe par l'origine des dates, l'origine des abscisses, et que la fonction cosinus ne passe pas par cette origine. Voilà pour cette partie consacrée donc à l'étude du pôle LC idéal, et à très bientôt.